Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la période d'essai en cas de succession de contrats, de CDD suivi de CDI avec Olivier Picret, avocat associé chez A&O Sherman. On parlera ensuite de la donétisation avec Clarence Tokyo, rédactrice experte en protection des données au sein du ministère de la Justice. Et enfin, on parlera de discrimination fondée sur des écarts de rémunération avec Angélique Desruelles, avocate fondatrice de CFDLO. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti. Qu'en est-il en cas de succession de contrats CDD, CDI de la période d'essai? On en parle tout de suite avec mon invité, Olivier Picret, avocat associé chez NNO Sherman. Olivier Picret, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons faire un focus sur les règles concernant la période d'essai en cas de succession de contrats de CDD suivi de CDI. Mais tout d'abord, quelle est la durée légale de la période d'essai pour un CDI? Alors, le Code du travail prévoit des durées légales précises en fonction de la catégorie professionnelle des salariés. Donc, pour les employés et ouvriers, c'est 2 mois. Pour les agents de maîtrise et les techniciens, c'est 3 mois. Et pour les cadres, c'est 4 mois. Sachant que ce sont des durées qui sont impératives, en ce sens où les conventions collectives ne peuvent plus déroger en fixant des durées qui sont plus longues. Et ça, c'est depuis la loi DDADUE de septembre 2023. En revanche, les conventions collectives qui ont été conclues avant juin 2008 peuvent prévoir des durées plus courtes. Ensuite, il faut parler également du renouvellement de la période d'essai qui peut être renouvelée. Et ça, il faut que l'accord de branche le prévoie expressément. Et s'il y a renouvellement, à ce moment-là, les durées peuvent être doublées au maximum, c'est-à-dire 4 mois pour les ouvriers et employés, 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et 8 mois pour les cadres. Alors, évoquons maintenant les CDD. Qu'en est-il de la période d'essai? Alors, pour les CDD, le Code du travail prévoit également des durées précises en fonction de la durée du contrat. Donc, si le CDD fait 6 mois ou moins, à ce moment-là, c'est 1 jour de période d'essai par semaine de contrat dans la limite de 2 semaines au total. Si le CDD fait 6 mois, ou plus de 6 mois, pardon, à ce moment-là, on est à 1 mois maximum de période d'essai. Et si le CDD n'a pas de terme précis, à ce moment-là, il faut qu'on regarde la durée minimale du contrat pour déterminer la durée de la période d'essai. Alors maintenant, on va s'intéresser à la période d'essai quand un CDD est suivi d'un CDI. Quelles sont les règles? Alors, là encore, le Code du travail prévoit des règles précises sur le sujet lorsqu'un CDI suit un CDD. Alors, normalement, la durée du CDD doit être imputée sur la durée de la période d'essai du CDI. C'est ce que prévoit l'article du Code du travail, l'article 1243-11 du Code du travail. En revanche, il y a une condition pour ça, il faut que ce soit la même relation de travail qui soit poursuivie entre le salarié et l'employeur et qu'il n'y ait pas de discontinuité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit le même poste, grosso modo. D'accord, si on change de poste, ce sont de nouvelles règles. Exactement, exactement. Ce sont des nouvelles règles. En revanche, si c'est le même poste, même s'il y a une interruption courte entre les contrats, ce sera considéré comme le même poste et donc ce sera imputation de la durée du CDD sur la période d'essai du CDI. Alors, que se passe-t-il quand un salarié en CDD est embauché en CDI sur le même poste? Est-ce qu'un employeur peut imposer une nouvelle période d'essai? Alors, il peut effectivement imposer une période d'essai, mais à ce moment-là, la règle que j'évoquais précédemment, à savoir l'imputation de la durée du CDD sur la période d'essai, va s'appliquer. Alors maintenant, on va s'intéresser à des périodes d'essai pour des CDD successifs chez le même employeur. Quelles sont les règles? Alors là, c'est un petit peu plus flou, parce que la règle que j'évoquais sur l'imputation de la durée du CDD sur la période d'essai, elle s'applique lorsque c'est un CDI qui succède à un CDD. Quand il y a plusieurs CDD qui se succèdent, le Code du travail n'est pas aussi clair, ou en tout cas, il ne l'est plus. Avant 2008, il l'était, là, il est... Donc il y a un peu de flou Il juridique. y a un peu de flou, mais il y a des auteurs qui considèrent que la finalité de la période d'essai, c'est de bien évaluer les compétences du salarié. Donc, si on reste sur un même poste avec des CDD successifs, a priori, on devrait appliquer la même règle d'imputation de la durée des CDD précédents sur la période d'essai. Et la jurisprudence est intervenue sur ce point-là.
avec un arrêt de février 2002, où un salarié avait eu un premier poste pendant 18 mois, une interruption de 8 mois, puis un nouveau CDD sur le même poste. Et en l'occurrence, il avait été considéré que comme l'employeur avait déjà testé les compétences du salarié pendant ce premier CDD de 18 mois, il ne pouvait pas faire de nouvelle période d'essai sur le second CDD. Donc attention, vigilance et de mise. Absolument. Dans quel cas une nouvelle période d'essai peut-elle être justifiée après une succession de contrats? Alors, là, c'est très simple. Il faut qu'il y ait un changement de poste ou de fonction. Là, c'est très clair. On peut effectivement prévoir une nouvelle période d'essai puisque l'employeur retrouve le droit d'évaluer les compétences du salarié et son adéquation entre ses compétences et le nouveau poste. Donc ça, c'est vraiment le critère essentiel à garder à l'esprit. En revanche, comme je le disais, le fait qu'il y ait un temps plus ou moins long entre deux contrats ne justifie pas une nouvelle période d'essai, sauf si c'est un poste différent, bien entendu. Alors, autre point, est-ce qu'il y a des limitations à la durée cumulée de période d'essai en cas de contrat successif? Absolument, en fait, il faut, encore une fois, lorsqu'on parle d'un même poste, il faut respecter les durées maximales de période d'essai qui sont prévues par le Code du travail. Alors, évoquons maintenant la jurisprudence. Est-ce qu'il y a des tendances de fond de la jurisprudence sur ces contrats successifs? Alors, la jurisprudence, elle intervient régulièrement sur les questions de période d'essai. C'est une casuistique qui est très précise et ça va traiter de points assez classiques qu'on connaît sur la durée de la période d'essai, sur sa validité. Est-ce que oui ou non, la période d'essai est bien inscrite au contrat de travail? Quelle est sa durée, renouvellement compris? La jurisprudence, elle intervient également pour expliquer ce qu'il se passe lorsqu'il y a suspension du contrat de travail. Est-ce qu'on doit prolonger la durée de la période d'essai et si oui, de combien de temps? Par exemple, récemment, la Cour de cassation a été amenée à juger que lorsqu'un salarié est absent du lundi au vendredi, eh bien, ça prolonge la période d'essai non pas de 5 jours, mais de 7 jours calendaires, car le décompte se fait en jours calendaires. Voilà, donc c'est vraiment, on rentre sur une casuistique sur comment est-ce qu'on va décompter une période d'essai, quand est-ce qu'elle va s'arrêter, comment est-ce que l'employeur peut y mettre fin, est-ce qu'il peut y mettre fin pour n'importe quel motif, etc., etc. Voilà. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à recommander à nos téléspectateurs en la matière sur les périodes d'essai en cas de contrat successif? À part contacter un avocat pour s'assurer que tout est en ordre. Oui, effectivement, il faut vraiment bien s'assurer que à chaque fois, c'est le poste en fait, c'est vraiment l'intitulé de poste qui va être important. À partir du moment où l'intitulé de poste reste le même, il faut être vigilant à la fois pour l'employeur et pour le salarié, de manière à éviter qu'il y ait une nouvelle période d'essai qui vienne s'appliquer à un contrat de travail alors que ça ne devrait pas être le cas. Bien respecter les délais aussi que vous avez mentionnés tout à l'heure. Absolument. Et puis faire attention à l'enchaînement de contrats, donc la rédaction et bien préciser les postes Oui. Pour voir quelles règles s'appliquent. Tout à fait. On va conclure là-dessus. Merci Olivier Piqueret. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet A&O Sherman. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission se poursuit. On va parler de la donétisation. On va parler tout de suite de la donétisation ou le vol de données. C'est l'ouvrage de Clarence Tokyo, rédactrice au sein du ministère de la Justice en protection des données. Clarence Tokyo, bonjour. Bonjour Arnaud, merci pour cette invitation. Alors je rappelle tout d'abord en introduction que vous parlez en votre nom propre et pas au nom du ministère de la Justice. On va évoquer votre ouvrage, La donétisation ou le vol de notre identité, qui est édité chez L'Harmattan. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la donétisation et comment ce processus affecte-t-il notre vie quotidienne ? Tout d'abord, cet ouvrage se veut comme un état des lieux de la situation actuelle et un appel à la vigilance sur l'utilisation de nos données personnelles. Beaucoup de personnes de mon entourage me disent constamment qu'ils n'ont rien à cacher. Et pour leur expliquer qu'ils devraient, j'ai souhaité vulgariser ces enjeux. Lorsque je me suis lancée dans l'écriture de cet essai, il fallait trouver un titre et on parlait beaucoup de la monétisation des données personnelles. Pour information, une donnée personnelle, c'est toute information se rapportant à une personne physique, identifiée ou identifiable. Ça va être un nom, un prénom, une adresse, un numéro de matricule ou encore une adresse IP. Et de ce fait, pour illustrer cet enjeu, j'ai souhaité théoriser la donétisation. La donétisation signifie le fait, pour toute personne ou entité,
de monétiser des données majoritairement personnelles pour son propre intérêt ou celui d'un tiers. C'est donc la base d'un nouveau modèle économique qui tire profit du comportement numérique des utilisateurs en collectant puis en monétisant toutes les données qu'ils produisent. Donc aujourd'hui, comment ce processus affecte notre vie quotidienne en ce que tous les services et applications que l'on utilise ne sont pas si innocents qu'ils n'y paraissent. Par exemple, une simple application de lampe torche va parfois jusqu'à partager votre géolocalisation à des annonceurs. Donc attention à bien vérifier ces paramètres. C'est un peu ça l'idée de votre ouvrage, sensibiliser tout le monde sur ces questions. On a tous créé plein de profils sur les plateformes, amassé des données considérables sur ces plateformes. Donc attention aux données que vous confiez à ces géants du net. Exactement, vraiment être vigilant dans le partage de données, dans vos inscriptions et dans toutes vos pratiques quotidiennes sur les réseaux sociaux ou sur toutes les applications numériques. Alors comment justement ces géants du numérique arrivent à collecter des données aussi sensibles que l'orientation sexuelle, les préférences politiques ou encore la santé des utilisateurs? Aujourd'hui, lorsque nous utilisons ces services en ligne ou ces applications, nous produisons ce que l'on appelle des métadonnées. Ça va être vos likes, vos temps de connexion, le temps de visionnage d'une vidéo ou alors vos relations. Et grâce à ces nouvelles données que nous, utilisateurs, produisons, cela va permettre à ces entreprises de développer un profil extrêmement détaillé et fourni qui va pouvoir fournir vos orientations sexuelles, vos préférences politiques, mais aussi vos humeurs et vos envies. Tout cela grâce à ce que vous visionnez, likez et partagez. Et l'objectif final par la suite, ça va être de vous enfermer dans une bulle de filtre pour vous proposer un contenu ultra ciblé qui sera adapté à vos centres d'intérêt ou ceux que la société aura déterminés pour vous, mais également vous proposer de la publicité ciblée et orienter par la suite vos intérêts. Vous parliez tout à l'heure de monétisation également. Il y a aussi la commercialisation des données qui sont collectées par ces plateformes. Tout à fait, c'est vrai que c'est un enjeu aujourd'hui pour ces plateformes, par les données que vous allez produire en utilisant ces services, de les revendre à des annonceurs pour tirer profit de cette activité numérique et vous proposer un contenu qui sera adapté à ce que vous avez produit, ce que vous avez aimé et partagé. Alors, on parle de la commercialisation des données. Quels sont les autres risques potentiels en confiant nos données à n'importe qui, puisque n'importe qui peut accéder à nos profils numériques? Alors il faut savoir qu'on peut avoir grossièrement 3 types d'acteurs. On va avoir dans un premier lieu la société à l'origine du service qui va être intéressée par vos données. Tout cela dans un premier temps pour affiner son algorithme et ses contenus en fonction de ce que vous aimez, mais également revendre ces données à des annonceurs. Dans un deuxième temps, on va pouvoir avoir des hackers qui vont être intéressés par ces données parce que ça a de la valeur. C'est pas seulement vos noms, prénoms, mais ça va être vraiment le profil que vous allez construire, les données que vous allez fournir, et ils vont accéder à ces données frauduleusement par le service. Donc ça va pas forcément être des données que n'importe quelle personne pourrait facilement trouver. Et troisièmement, on a les données que n'importe quel, on va dire, utilisateur lambda peut trouver facilement sur Internet. Dans cette situation-là, on va parler de renseignements d'origine en source ouverte, donc ROSO ou OSINT, qui permet de collecter et de recouper des informations qui sont facilement, malheureusement, accessibles sur Internet. Et donc, les informations que n'importe qui peut accéder va avoir de nombreux risques, notamment la possibilité de trouver l'adresse exacte de votre domicile. Par exemple, lorsque vous publiez vos itinéraires sportifs en ligne, on peut penser au Stravalix, l'usurpation de votre identité ou malheureusement le fait qu'un potentiel futur employeur décide de ne pas vous embaucher en fonction de ce que vous avez publié, même si aujourd'hui cela est interdit puisque l'employeur est censé ne collecter que des données dans la finalité de l'embauche. Donc on voit que les risques sont nombreux, la vigilance est de mise. Autre sujet intéressant, c'est aussi la faculté de ces plateformes, avec cette accumulation de données, à orienter nos choix. Expliquez-nous.
Tout à fait. Alors, la publicité ciblée, on va dire, c'est que le sommet de l'iceberg, puisque grâce à ce profilage qui est extrêmement précis et détaillé, la plateforme ou le service en question pourra vous proposer un contenu qui est susceptible d'attirer votre attention. On parle d'ailleurs de l'économie de l'attention. Et ce contenu sera tellement adapté à vos centres d'intérêt qu'il sera capable de vous influencer. On peut penser au scandale Cambridge Analytica, pour lequel les données de millions d'utilisateurs de Facebook ont été utilisées sans leur consentement pour manipuler leurs intentions de vote aux élections présidentielles américaines. Plus récemment encore, on a la Cour constitutionnelle roumaine qui a annulé l'intégralité du processus électoral pour l'élection du président en Roumanie en raison de l'influence de TikTok dans ces élections. D'accord. Donc on voit que les conséquences sont nombreuses sur ce sujet. Alors comment se protéger de cette exploitation massive des données? Peut-être que vous avez des recommandations à formuler à nos téléspectateurs. Alors, en 3 bonnes pratiques, je dirais configurer vos outils pour bien protéger votre vie privée, vérifier avant d'accepter, vérifier quels annonceurs, quelles personnes peuvent accéder à vos données, à quelles personnes elles sont revendues, et enfin, réfléchissez avant de publier. Pour vous, cette pratique de donétisation, elle va perdurer parce que les plateformes sont considérables. Il y en a des nouvelles qui se créent de temps à autre. Est-ce que c'est une tendance de fond sur encore de nombreuses années? Malheureusement, oui, parce que c'est vraiment le nouveau modèle économique qui se construit sur les données des utilisateurs et les entreprises prennent un grand profit sur tout cela. Mais il a vraiment un élément à remettre en cause, c'est la vigilance de l'utilisateur qui doit prendre conscience de la valeur de ses données personnelles et être davantage vigilant sur ce qu'il va publier pour pouvoir se protéger au mieux et conserver sa vie privée. Parce que ces données, ce sont les siennes et avec toute cette activité numérique, ça va lui permettre de pouvoir l'influencer. Donc c'est vraiment un appel à la vigilance de l'utilisateur pour qu'il prenne conscience de ces enjeux-là et se protège davantage aujourd'hui. Dernière chose, je pense aux controverses liées à la plateforme X depuis son rachat d'Elon Musk. Il y a aussi une utilisation politique parfois de cette plateforme et donc vos données peuvent être aussi exploitées à des fins politiques. Exactement. En fait, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de faux comptes qui sont créés pour diffuser de l'information. Et souvent, quand on n'est pas assez vigilant, on ne se rend pas compte forcément de la véracité de l'information qui est communiquée sur ces plateformes. C'est pourquoi il faut faire vraiment attention avec les personnes que l'on communique et aux données que l'on communique, parce qu'on peut malheureusement être manipulé et influencé en fonction du contenu que l'on va pouvoir voir sur ces plateformes. On va conclure là-dessus. Merci Clarence Tokyo d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes rédactrice experte en protection des données au sein du ministère de la Justice. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler discrimination issue d'écart de rémunération. On poursuit l'émission, on va parler des discriminations résultant des écarts de rémunération avec mon invitée Angélique Desruelles, avocate fondatrice de CFD Law Avocat. Angélique Desruelles, bonjour. Bonjour. Les discriminations résultant d'écarts de rémunération constituent une forme persistante de discrimination dans le monde du travail. Tout d'abord, dans quelles circonstances une différence de qualification à l'embauche peut-elle justifier un écart de salaire persistant ? Cette question, elle doit être vue à l'aune du principe général à travail égal, salaire égal. C'est un principe qui est appliqué mondialement, au niveau européen, et en France depuis 1972 déjà. Il est appliqué par la Cour de cassation depuis 1996 avec le fameux arrêt Ponsol. Alors, ce principe de travail égal à salaire égal, il est à voir de manière large, puisqu'il comprend
tous les salaires fixes, variables et autres composantes, mais aussi des avantages, on va dire, divers. Ce principe s'est élargi avec, par exemple, les titres restaurants, l'octroi de jours de congé, etc. Donc, il faut partir du principe de cette comparaison à travail égal, salaire égal. Il faut garder ce que je viens de dire en vue et il faut considérer que, par exemple, on va appliquer ce principe dans un même établissement. Une comparaison de 2 salariés dans un même établissement, pas dans un établissement différent. Alors, quand on veut faire cette comparaison, on doit considérer en fait que les personnes, que les salariés, ils ont les mêmes compétences ou des compétences similaires, les mêmes connaissances ou des connaissances similaires, les mêmes responsabilités ou des responsabilités similaires, et également la même charge de travail, qu'elle soit physique ou nerveuse. Ceci dit, ce principe d'égalité, pour répondre à votre question, n'est pas un principe d'égalité absolue. Pourquoi ? Il y a donc des exceptions qui ont été introduites par la jurisprudence selon des critères objectifs et pertinents. Donc, ce qui est très large et donc en analysant, on va voir qu'on peut quand même en découler certains principes. Ça veut dire quoi, objectif ? Objectif, ça veut dire que on doit pouvoir le prouver d'une manière objective et que ça ne doit pas être discrétionnaire lié à une personne, par exemple à la personne du salarié ou selon le bon vouloir de l'employeur. Ce qui est important aussi, c'est de bien vouloir considérer que ce critère objectif et pertinent n'a de sens s'il n'est pas lié et étranger à toute discrimination. La liste des discriminations, elle est large, elle est longue et elle ne cesse de s'étayer. Je le dis parce que parfois, sous réserve d'appliquer un critère objectif, on essaye de faire passer peut-être une discrimination derrière. Donc les discriminations, c'est large. Il y a les mœurs, il y a l'ethnie, il y a la race, l'appartenance religieuse, les convictions syndicales, le genre, l'orientation sexuelle. On a même eu l'année dernière une proposition de loi sur la discrimination capillaire. Donc tout ça est très important et c'est à considérer en premier lieu comme le critère de la première intention. Il ne doit pas y avoir de discrimination. Donc pour l'expérience professionnelle, lors de l'embauche, on a 2 critères qui ressortent en tant que critères objectifs et pertinents. Ce sont les diplômes et l'expérience professionnelle antérieure. D'accord. Donc, pour ces 2 critères, il est important en fait que ces critères soient en relation totale avec le poste convoité. C'est-à-dire que, par exemple, pour les diplômes, si vous souhaitez embaucher 2 vendeuses dans le commerce, par exemple la vente de détail de vêtements, qu'une vendeuse a un diplôme BTS commerce et l'autre a un diplôme de master, par exemple, en histoire de l'art. Donc, a fortiori, elle a fait plus d'études, elle a fait des études plus longues. Ça ne viendra pas justifier, en fait, l'écart de rémunération à l'embauche. Il faut vraiment que ce soit en relation avec le profil. De même pour l'expérience. Par exemple, si vous avez 2 ingénieurs, vous embauchez 2 ingénieurs, donc pour un poste lambda, mais un des ingénieurs a une spécialisation en informatique, l'autre ne l'a pas, et le poste concerné demande cette spécialisation, ou en tout cas est axé sur l'informatique. Là, ça marche. Donc ça, c'est vraiment Là, on comprend que c'est important. justifié par rapport aux qualifications du salarié. Exactement. Il ne suffit pas d'avoir fait plus d'études, entre guillemets, ou d'avoir quelque chose en plus. Alors, on va s'intéresser à un autre point. Comment la Cour de cassation va-t-elle interpréter la justification des écarts de rémunération qui sont basés sur l'expérience professionnelle antérieure ? Alors, oui, comme je l'ai dit, donc on a ce critère de la notion objective et pertinente qui est très large. Donc c'est bien pour la Cour de cassation parce qu'elle se laisse vraiment beaucoup de largesse. Mais pour nous, avocats, et pour les employeurs, c'est vraiment, on marche toujours sur des jeux parce qu'on ne sait jamais ce qui va être possible, sachant qu'évidemment, alors c'est aussi pour ça que ça se passe ainsi, c'est qu'il y a autant de cas, qu'il y a autant de réponses, parce que chaque cas est différent. Et donc l'expérience professionnelle antérieure, on va l'apprécier sous le critère de l'utilité, comme je l'ai développé précédemment. Mais ce qui est très très important de noter, c'est que ce critère de l'expérience professionnelle antérieure va valoir que lors de l'embauche. C'est-à-dire que dans mon cas des 2 informaticiens que j'ai expliqué précédemment, il pourrait y avoir une différence de rémunération à l'embauche, mais ensuite la progression salariale ne permettra pas de différence. C'est-à-dire que si l'informaticien a plus 10%, une grosse augmentation, on va dire. Allez, l'autre devra ensuite avoir la même augmentation. C'est vraiment
ça concerne que l'embauche et ça ne peut pas justifier des progressions salariales ultérieures. On va s'intéresser aux sanctions. Quelles sont les sanctions encourues en cas de discrimination avérée? Alors, ici, je voudrais faire une distinction entre non-application du principe à travail égal, salaire égal et discrimination. Si il y a une non-application du principe à travail égal, salaire égal, parce qu'on constate une salariée, alors souvent, pour ces deux mêmes principes, c'est plus ou moins la même chose. En fait, c'est un salarié qui va aller au prud'homme, qui va demander soit une prise d'acte, ou soit une résiliation judiciaire de son contrat de travail, parce que, alors, un exemple assez bateau, une salariée est revenue de congé maternité, elle a constaté des augmentations qu'elle n'a pas eues. Donc, dans ce cas-là, on va au prud'homme. Donc, si c'est une rupture du principe à travail égal, salaire égal, ça va être un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec l'octroi des indemnités de rupture et des dommages et intérêts selon le barème Macron. Et si c'est une discrimination salariale, alors on est sur un motif de discrimination. Dans ce cas, en fait, on a les mêmes conséquences, mais on sort du barème Macron, puisqu'on est sur de la discrimination et on a même un risque de nullité du licenciement. Donc les éventuels dommages et intérêts seront beaucoup plus importants et on peut même avoir une condamnation à un rattrapage de salaire jusqu'à la période demandée ou jusqu'à la date du jugement, puisqu'en plus le salarié est théoriquement en droit de demander sa réintégration. Et la personne a 5 ans pour demander pour faire ses demandes à partir du moment où elle a connaissance de l'état de la discrimination, du non-respect du principe. Alors, on va évoquer un autre sujet. Il y a aussi les écarts de rémunération qui concernent les hommes et les femmes, parfois sur les mêmes postes. Est-ce que la directive sur la transparence des rémunérations va apporter des solutions pour résoudre ces écarts de rémunération qui perdurent entre les hommes et les femmes, par exemple? La directive sur la transparence salariale qui a été adoptée en mai 2023, déjà, il faut indiquer qu'elle devrait être transposée en France en juin 2026. On est vraiment sur des mêmes principes, des mêmes sens d'évolution, mais il y a des changements qui sont apportés par la directive, notamment déjà à l'embauche pour les candidats. Aujourd'hui, en fait, avec la directive, il faudra faire état d'un salaire dans l'annonce ou au plus tard juste avant l'embauche. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a à peu près plus de 50% des annonces qui ne mentionnent pas les salaires et il est avéré constaté que plus les salaires sont importants, moins ils sont mentionnés. Ensuite, et ça va être un gros changement pour beaucoup d'entreprises en France et notamment les chasseurs de tête, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus être demandé au candidat l'historique de sa rémunération antérieure. Donc ça, c'est un point important. Pendant la relation de travail, effectivement, les entreprises vont devoir informer les salariés périodiquement, en fait, des rémunérations appliquées, des méthodes de rémunération avec des critères. Donc, dans la directive, il y a le critère des compétences, des efforts, des responsabilités, des conditions de travail, critères objectifs. On retrouve cette notion d'objectif et non sexiste, indique la directive, et la progression. Et le salarié pourra demander tous les ans des précisions en fait sur l'état des rémunérations dans son secteur. L'employeur devra lui rappeler aussi tous les ans qu'il a cette possibilité et il y aura aussi un rôle des représentants du personnel qui là va être important puisqu'en fait l'employeur, alors c'est soumis à des conditions de seuil pour les entreprises, mais devra établir des rapports sur donc la rémunération homme-femme et aussi par catégorie. Et s'il y a un écart salarial qui est important de plus de 5%, alors il faudra faire un rapport conjoint avec les représentants du personnel. On va conclure là-dessus. Merci Angélique Deruenne d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes avocate fondatrice de CFD Law Avocats. Merci beaucoup Arnaud. C'est le moment de se quitter. Merci de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.